Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, comme à chaque semaine, nous recevons aujourd'hui un invité membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour Richard. Bonjour Lynn. Je suis très heureuse de t'accueillir à l'émission Un jour à la fois. Moi aussi. Je vais te céder la parole pour que tu nous racontes ton histoire. OK. Moi, c'est Marcus Richard, je suis un alcoolique. Mon temps d'abstinence, c'est le 1er juin 2017. J'aurai bientôt 8 ans d'abstinence. Puis, je dirais que moi, c'est les plus belles années de ma vie en ce moment. Je vais avoir 70 ans. Puis, c'est le premier 8 ans d'abstinence réel, là. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de consommation. Mon histoire, moi, je suis né à Granby. Puis, je suis pas né d'une famille d'alcooliques. Pas immédiate. Mon père, ma mère ne boit pas. Ce qui nous a marqué un petit peu, qui nous a mis en dysfonction au niveau de la famille, c'était la maladie mentale. Mon père est atteint, puis il souffre de maladie mentale. Il souffrait de maladie mentale, il est schizophrène paranoïaque, avec une forte tendance à la persécution. Il y a un complexe de persécution. Fait que, à cause de ça, on est obligé de déménager de Granby à la Rive-Sud parce que il y avait des traitements à Saint-Jean-de-Dieu. C'était la seule place spécialisée à l'époque pour les maladies mentales. Fait que, vu qu'il y avait des traitements, qu'on était toujours en train de faire ma mère était toujours en train de faire de la route avec nous autres parce qu'on n'avait pas de gardienne. Fait qu'on a été déménagé sur la Rive-Sud qui était déjà plus proche de Saint-Jean-de-Dieu. Fait que, bref, écoute, je viens d'une famille de travaillants. Ma mère elle travaillait depuis l'âge de 14 ans à Imperial Tobacco à Granby. Une shop une manufacture pour le tabac. Puis mon père travaillait aussi à 15 ans. On se sont rencontrés assez jeunes. Je dirais, moi, que avec les AA, j'ai réalisé la maladie de mon père. Étonnamment. J'ai réalisé que ça a eu les mêmes effets au niveau de la famille qu'un alcoolique, que si mon père était alcoolique. C'est-à-dire, c'était la déchéance au niveau économique total, une dysfonction familiale absolument complète, puis une pauvreté, puis une dysfonction qui s'est augmentée d'année en année. Fait que, comme je vous dis, on est retournés, nous autres, à la Saint-Hubert, à cette époque-là. Eux autres font la location d'une petite maison. Puis, petite maison d'un restant on pourrait appeler ça une grande shed, mettons. C'est pas la maison de luxe du tout. Puis ça commençait la descente aux enfers pour ma famille, là. Écoutez, c'est, pour vous dire, on avait 3 chambres, on avait 3 pièces, un salon, une chambre familiale, une chambre de parents, puis on couchait toutes dans la même chambre. Ma sœur, mon frère, moi, c'est une famille de 4, puis il y a mon petit frère qui est arrivé à la Flèche à ce moment-là. Fait que c'était un peu ça. Écoutez, c'est pas la meilleure période pour ma famille puis pour moi. Mon père souffre vraiment de maladie mentale, puis ça s'améliore pas. Puis, en tout cas, ce qu'ils se disent au niveau de la schizophrénie, c'est comme si c'est pas développé après 30 ans, c'est rare que la maladie se développe après 30 ans. Fait que mon père était déjà après ses 2 premiers enfants, la maladie commençait à s'installer facilement. Avec ça, il y avait de la violence beaucoup.
comme je vous dis, c'est une violence liée beaucoup à sa maladie. Il entendait des voix. Il se sentait persécuté. Nous autres, on devenait une menace pour lui. Il était incapable de faire face à cette réalité-là, qui était trop immense, avec sa maladie qui l'amenait à se méfier de nous autres. Puis là, mon petit frère est arrivé, puis comme je vous dis, mon petit frère est arrivé dans des situations absolument exécrables. C'est vraiment, on commence vraiment à descendre au niveau social, là. On est pauvre, mais ma mère a l'habitude de travailler. Fait qu'elle assume un petit peu la responsabilité de la famille au niveau monétaire. Elle va travailler dans les shops à Montréal, tout ça. Mais c'est pas une fille de grande ville. C'est une fille, elle est née à Mégantic, c'est un petit rang. Très jeune, elle a été prêtée à une famille de Granby parce que sa famille pouvait plus nous les nourrir. Ils étaient rendus trop nombreux. Fait qu'elle a été donnée, elle puis mon oncle, à une famille pour apporter de l'argent, tout simplement. Puis les autres, mes grands-parents ne pouvaient pas les nourrir. Fait que c'était un peu ça, c'était pas unique à cette époque-là. Étonnamment, c'était pas unique. Les gens de la campagne qui pouvaient pas assumer, ils passaient leurs enfants à d'autres familles, puis ils en faisaient des bonnes ou ben des. Fait que c'était ça pour ma mère, mais elle est travaillante, elle a toujours travaillé. Fait que, tu sais, elle a assumé l'ensemble de responsabilités de nous nourrir. À ce moment-là, on n'était pas sous l'aide sociale. Si l'avortement avait été légal à cette époque-là, je pense que ça aurait été la meilleure affaire pour ma mère. Surtout pour le dernier. Elle était pas en condition d'accoucher. Elle a accouché, mon petit frère manquait d'oxygène au cerveau. Après ça, il a eu fait une méningite après. C'était un enfant handicapé dès le départ. Puis il a eu un retard mental. Il a commencé à parler, je pense qu'il avait 4 ans. Fait que c'était l'équivalent d'un petit animal. Il était très, très, très agressif. Il a tout porté ça, la violence de la maison, l'insécurité et tout ça. Je vous dirais, moi, pour être franc, que c'est pas une affaire que laquelle nous autres, on en a souffert beaucoup. T'étais enfant. Bon, c'est sûr qu'on a été violentés physiquement. C'était de façon... On était violentés physiquement, mais avec le recul, c'était une façon d'élever les enfants. Il élevait pas les enfants, il dressait les enfants. Ça a été avec la juge Truffaut qui est arrivé, que les enfants commençaient à avoir des droits. Avant ça, les enfants, c'était l'équivalent. Il y avait les mêmes droits qu'un animal. Même chose pour la femme. Fait que mon père, il était élevé de même, puis il nous a élevés de même. C'est-à-dire qu'il nous a élevés avec la strap, il nous fouettait quand on était jeunes, puis après ça, c'était les claques, les coups de poing, puis il nous malmenait. On lui faisait peur, il était incapable. Fait que quand il était là, on avait peur. Mais, enfin, en tout cas, nous autres, on dramatisait pas trop. C'est sûr que quand on a appris, je pense, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai appris, je le checkais tout le temps pour voir les symptômes quand on était pour passer au cash. Puis il y avait toujours ils annonçaient déjà, là, par son attitude, on savait que là, il était pas y passé. Ça devenait un jeu pour moi et pour mon frère, parce qu'on le faisait courir autour de la table d'attente qui nous prenait, là, mais bon. Ça s'est établi de même. C'est sûr que, à bout de ligne, en tout cas, il y allait voir l'histoire, ça a eu des séquelles. Mais, enfin, on fait avec. On vous dit, on n'est pas dans une maison de luxe. Nous autres, notre responsabilité à moi et mon frère, c'est d'aller ramasser les rats qui étaient dans le shed, parce qu'on vivait quasiment dans une swamp. Au printemps, c'était tout inondé, puis on pouvait se promener. Nous autres, on se promenait en radeau en arrière de chez nous, puis on pouvait aller chez le voisin, puis tout ça. Ça avait son côté quand même, on pouvait faire des aventures là-dessus. Mais, comme je te dis, les rats paraissent grands, mais pour nous autres, on était élevés, nous autres, mon père c'est un chasseur, on était élevés avec les animaux, puis ça nous paraissait pas si important, l'affaire-là. J'en ai pas vécu, j'ai pas été marqué par ça beaucoup. Même que je la trouve drôle, à la limite.
On est à Saint-Hubert. Moi, je fais ma première, ma deuxième année. Dans des conditions, écoute, on parle des conditions à cette époque-là au Québec sont difficiles. Au niveau de l'éducation, sont difficiles au niveau des... Nous autres, oui, il faut marcher quasiment un 3/4 d'heure pour aller à l'école. Moi, j'ai 6 ans, ma première année, écoute, j'arrive à l'école, j'ai pissé dans mes culottes, je reviens de l'école, j'ai encore pissé dans mes culottes. C'est l'enfer un peu. Je fais partie des enfants qui ont la clé dans le cou. Moi, quand j'arrive, ma mère déjà est pas revenue de Montréal. Fait que j'ai la clé dans le cou. Puis je m'installe sur la voisine qui me donne des verres de lait puis tout ça. Puis je m'installe dehors parce qu'elle veut pas que je rentre chez eux. Je plus trop ou des affaires de même. Bref. Bon, ça paraît dramatique, mais regarde. La pauvreté, quand même. Quand t'es jeune, t'es pas conscient de tout ça. Là. On vit un petit peu de la charité. On commence à vivre la charité un petit peu. Mon oncle vient nous porter des boîtes de l'aide, des boîtes de nourriture. On voit que la situation a changé. On commence à sentir ça. Moi, je suis né à cette époque. Moi, je suis né dans ce moment-là. C'est plus difficile, mon frère et ma sœur qui sont nés sont nés à Granby. Elle avait quasiment une petite fille qui venait aussi du rang de Saint-Samuel. Le même rituel qui est une fille qui avait été nous passée pour élever des enfants. Puis, écoute, il y avait 2 salaires qui rentraient, puis on n'avait pas... en tout cas, il y avait pas mes frères, mes sœurs avaient été choyés, ils étaient habillés, ils avaient toujours des affaires chic, puis, tu sais, des affaires propres, à tout le moins. Fait que c'est ça. Pour eux autres, c'était plus difficile à accepter. Moi, je suis né là-dedans, fait que moi, j'avais pas de comparaison. Ouais. Début de vie pas facile. Ouais. Ouais. on va s'arrêter pour une courte pause, puis on va revenir tout de suite après. Merci, bon. Richard. OK. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Richard. Richard nous a choisi un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre, d'une vigne en fait. D'une vigne, la vigne 2.0. Je vais vous en faire la lecture. Les demi-mesures ne nous ont rien donné. Nous nous trouvions à un tournant de notre vie. Nous avons demandé sa protection et son aide, et nous nous sommes abandonnés à lui complètement. Court passage, mais rempli de bon sens, rempli de... C'est bon, j'aime ça. Tu peux continuer, mon beau Richard, okay. Je te cède la parole. Ouais, ben c'est ce que j'ai choisi là, c'est ça c'est un peu l'histoire de mon parcours complet. J'ai toujours été dans des demi-mesures. Tant au niveau de la consommation que de ma vie en général. Je finissais jamais rien. J'allais juste au début, mais j'avais pas de rigueur. Mais je vais continuer avec mon histoire, par exemple. Après ça, le monde va comprendre un petit peu pourquoi j'ai choisi ça. Écoute, là, on est à Saint-Hubert, je fais ma première, ma deuxième. La compagnie qui nous louait la maison a fait faillite. On est obligé de partir de là en urgence. À ce moment-là, ma mère a déjà accouché de mon petit frère, le dernier. On n'est plus à mesure il y a plus d'argent qui rentre, d'aucune façon. Fait que là, on s'inscrit au bien-être social. La plus grande honte de ma mère, définitivement. C'est honteux à l'époque. C'est honteux d'être sur le BS. Puis on s'en aperçoit parce que là, il faut trouver un logement. Personne veut nous louer 4 enfants, un homme malade, qui est à Saint-Jean-de-Dieu. C'est juste ma mère qui s'occupe de ça. Elle nous met dans le char, puis là, on va faire la visite des logements. Personne ne veut nous louer.
Puis je vous dis ça parce que je suis jeune encore, mais j'ai en mémoire toujours que quand on allait visiter, ma mère nous disait, soyez fins, souriez. Faut absolument nous trouver une place. Absolument nous trouver une place. Fait que faites pas de vagues. Fait que ça, je me souviens très bien, tu sais, le stress qu'on avait pour visiter. Puis finalement, on trouve un logement à La Flèche. Aujourd'hui, ça s'appelle La Flèche. Avant, ça s'appelait Mackayville. Écoutez, ça, c'est toujours un peu pittoresque. J'ai dit ça au monde, ils me croient quasiment pas, mais je mens pas là-dessus. La rue dans laquelle on reste, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'asphalte. On est sur la petite roche. Il n'y a rien de bâti. C'est comme, ils ont bâti un 3 étages, puis un 2 étages dans lequel nous autres on reste. Puis ils ont mis ça en place, puis il n'y a pas d'infrastructure encore, très peu. Fait que nous autres, on arrive à trouver un logement à ce moment-là, parce que c'est un cultivateur. C'est un cultivateur qui a acheté ça pour ses enfants, puis lui, pourvu qu'il soit payé, là, de où ça vient, là, il s'en préoccupait pas. Puis il a été très, très, très généreux là-dessus. Fait qu'on commence là. Je commence là mon adolescence, moi. Et écoutez, les choses s'améliorent pas. Mettons, les choses s'améliorent pas, puis c'est ça un petit peu le drame de tout ça. La maladie de mon père, ça augmente de plus en plus. Les traitements qu'il y a, c'est des électrochocs. Il est sur le bord de la lobotomie. C'est des traitements à Saint-Jean-de-Dieu. Naturellement, comme toutes les familles à l'époque, ils traitent au Valium. Tous les médecins traitent au Valium. On en a de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Dans la pharmacie chez nous, il y avait du speed, il y avait des Go Balls, il y avait de tout ce que tu voulais pour se geler régulièrement. Puis, c'est ça le traitement un petit peu pour les maladies mentales. Puis, comment je veux vous dire, ça augmente. La maladie de mon père augmente de plus en plus. Il est violent quand il sort, il est bizarre. Mon père, il est bizarre. Le monde en a peur, à raison. Pas à raison, parce que c'est pas un homme violent, c'est un homme malade. Mais, comme, c'est un homme malade, profondément malade. Mais ça le rend violent parce qu'il est insécure, il a peur de tout le monde. Puis, il est pas fait sur un frame de chat. C'est un ancien lutteur aussi. Fait qu'il a le physique pour impressionner. Fait que tout ça pour dire qu'on commence à être un petit peu mal vu. Puis on réalise peu à peu, puis on fait partie des familles pauvres de Mackayville. On reçoit des paniers de bouffe qu'on sait pas par qui. Le frère à moi, le plus vieux frère, le plus vieux de mon oncle, qui est sur côté de mon père, vient nous porter des boîtes de nourriture. On vit de la charité. Le curé qui, pour nous donner un revenu, il nous offre de nettoyer l'église à tous les dimanches. C'est nous autres qui sait tous les bancs, puis tout. On n'est pas trop contents, mais regarde, on n'a pas un mot à dire à l'époque. Mais heureusement, je suis né à la bonne époque. Dans le sens que c'est vraiment... Heureusement, parce que sinon, je serais mort. Écoute, on est à l'époque où tout est remis en question. Tout est remis en question. On se pose des questions sur la religion, sur l'éducation, sur les valeurs, les autorités que la religion a pris. Tout le système d'éducation est remis en question. La FLQ arrive aussi à ce moment-là. C'est toutes des belles années de remise en question. Qui fait que la marginalité qu'on a, nous autres, qu'on vit, parce qu'on a l'air bien, on est dysfonctionnels totalement. Moi, à 13 ans, j'ai la responsabilité d'élever mon petit frère, qui est plus l'équivalent d'un animal que d'un être humain. Je peux pas l'approcher. Les hommes peuvent pas l'approcher. Il nous mord. Moi, il me mord régulièrement, je peux pas l'approcher, mais j'ai la responsabilité d'aller chercher. J'ai 12 ans, j'ai la responsabilité d'aller chercher. C'est la gardienne à tous les jours. Puis attendre que ma mère arrive pour lui donner à manger. Fait que j'ai un peu ça, je commence à être révolté de ça.
Mais heureusement, toute l'époque est à la révolte. Fait que moi, ça paraît pas si pire que ça. Fait que c'est ça. Ça s'améliore pas. C'est très, très, très violent. Là, écoute, j'avance en âge, je suis rendu à 12 ans. On a passé l'étape d'astral. Là, on est rendu au coup de poing, on est rendu à perdre connaissance. Puis, ça commence un petit peu à déranger à me déranger profondément. Moi, à travers ça, je ferme la switch. Je décide carrément d'expulser mon père et ma mère de ma tête. Ça m'appartient pas. C'est leur problème. Puis je commence à prendre mes distances déjà. Je prends mes distances totalement. Ça a aussi comme conséquence que je ne crois plus en grand-chose. Et comme ça dit, la belle époque m'a rattrapé. Je vis dans la rue. Quand je m'occupe pas de mon petit frère, il n'y a pas personne chez nous. J'ai aucun encadrement familial, puis j'en veux pas non plus. Je suis plus capable. À part de me faire battre, il n'y a pas rien, puis j'étudie pas. J'ai la moyenne pour passer à chaque fois, mais je le sais que je n'aurai pas une grande carrière. Il n'y a pas une grande carrière devant moi. Mais à cause de l'époque qu'on vit, j'ai des belles ouvertures. Ils aiment ça, du monde révolté. Je commence à être révolté. J'ai beaucoup d'agressivité. Puis j'ai des drôles de comportements qui me font peur. J'ai peur de devenir fou comme mon père. Je parle. Vous voyez les personnes qui parlent seules, ça rue. Je dirais pas de trop longtemps. Je ressemble à ça, je suis comme ça. Puis j'ai vraiment peur de devenir fou. Mais, comme je dis, c'est la belle époque. Chanceux dans ma malchance parce que j'ai plein d'ouvertures pour me révolter. Des manifestations, des rassemblements. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de révoltes avec lesquels je m'identifie. Puis je vais faire même presque une carrière à ce niveau-là. Je vous verrai ça plus tard, là, mais si des événements de ce qui s'est passé à New York, de ces 2 tours, puis des décisions qui ont été prises à l'époque pour le terrorisme, si ça avait été le cas à cette époque-là, j'aurais été considéré comme terroriste à cette époque-là. J'étais bien parti pour ça. Oui, heureusement, c'est ça. Là, je recommence, je continue ma 8-9. C'est ça. Mes années de polyvalente. Ah oui, il faut que je vous compte ça, c'est trop drôle. Je vous dis, c'est une belle époque, un peu troublée, mais pour moi, ça me convient parce que c'est tellement fucké, puis moi, je suis tellement fucké que ça cadre bien avec moi. Ça cadre bien. Moi, je m'identifie à ça. Je nage là-dedans comme l'eau bénite. Je suis né là-dedans parce que je nage là-dedans. Je suis pas perdu, pas en tout. Je suis perdu, mais ça paraît pas, mettons, avec tout le reste. J'arrive à notre première polyvalente. C'est absolument extraordinaire. Ma première polyvalente, c'était Monseigneur Parent. Ces 2 polyvalentes, c'est 2 usines. C'est 2 usines qu'on mis dans un champ de vaches. Dans un champ de vaches. On arrive là, il n'y a rien de préparé. On débarque de l'autobus, des milliers d'autobus, là, j'exagère, mais c'était quand t'es petit, tu te dis, mon Dieu. Des milliers d'autobus qui débarquent en même temps. On débarque sur des planches. Il a mouillé la veille, il y a de la boîte. On débarque sur des planches. C'est tout à fait le bordel. Écoute, puis nous autres, on arrive d'une grande usine. Avec toutes sortes de monde, 2000 personnes, on arrive là. Moi, j'ai 13 ans, puis il y a du monde qui ont 20 ans là-dedans. C'est le bordel total et c'est merveilleux. Eh ben, ouais. Parcours particulier. On va s'arrêter pour une courte pause, on revient tout de suite après. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice en compagnie de notre invité Richard. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante: unjouralafoi-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. unjouralafoi-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Alors, on va continuer ton parcours, Richard. Ouais. Ben, comme je vous dis, on était rendu à Polyvalente, Monseigneur Parent. Je vous dis, 13 ans, je me pose toutes sortes de questions existentielles sur l'Église, l'autorité, la paix, la mère, la famille, regarde, tout y passe. Je vous dirais, j'ai un bon background de révolte, bien solide, impliqué. Je crois plus les affaires que j'entends. J'y crois plus. C'est l'époque du Peace and Love, c'est l'époque de Woodstock, c'est la belle époque, c'est l'époque de la drogue aussi. Moi, j'ai pas commencé avec la boisson tout de suite, mais ça est arrivé tout de suite après. Moi, personnellement, je vous dis, je vous l'ai dit tantôt, que on se trompe toujours sur mon nom, puis je décide de lâcher prise là-dessus, fait que je marche sur le nom de Dominique, puis tout est correct. Moi, je signe Dominique, les affaires du ministère, quand il y en a, je signe Dominique, je finis. Je suis vraiment décroché, là. J'essaie de faire mes cours, mais comme je vous dis, la situation familiale, quand j'arrive chez nous, est plutôt élevée, fait que, mettons que je n'accroche pas nulle part. Mais, ces belles usines à savoir-là sont grandes. Il y a des ailes absolument merveilleuses. Tu peux te parler, puis ils te voient pas. Tu peux passer 1 an sans qu'ils te voient la face. C'est ce qui est arrivé. À un moment donné, je décide de faire du corridor. On choisit le corridor plus loin que tous les arts plastiques. Puis là, il y a du bon cool, que là, le professeur, il est bien cool. Puis, je m'associe avec la gang de perdus comme moi, comme on se reconnaît, qu'on traîne dans les corridors, qu'on se ramasse des perdus qui font du corridor. On va pas à nos cours, regarde, on y croit pas. Mais, à un moment donné, ça, c'est la belle histoire, puis mon Dieu, je peux pas la raconter autrement que ça. À un moment donné, comme je vous dis, nous autres, on check le monde passé. À un moment donné, il y a une fille qui arrive par la porte. Écoute, c'est la plus belle fille qu'on a vue au monde. Elle a une robe indienne, une robe longue, une jupe indienne, elle a les yeux maquillés, elle est belle, elle ressemble à Janis Joplin. Nous autres, on allume, on veut savoir c'est qui. On la suit partout. Non, on dit, coudonc, on n'a pas de cours ici. Elle était là pour développer un réseau de drogue de LSD. Oh, LSD. On décide de travailler pour elle. Elle est fine, elle est belle. Elle nous donne un peu d'argent. Puis on trouve ça cute. Mais on commence aussi à prendre du LSD, c'est des buvards, là. Puis on commence à en vendre. Écoute, le potentiel est là, tout le monde en veut, tout ça. On est à l'époque de ça, là. On n'est plus à même époque. C'est pas de tolérance zéro, là. Le monde ne connaît pas ça, fait qu'on se tombe du monde, pas mal. Puis on s'entend, le SD25 à l'époque. On dit on a 12 ans, 13, là. On décolle pour 12 heures à côté. 12 heures à côté. T'as beau prendre du lait pour descendre, tu descends pas, t'hallucines, t'es plus là pendant tout. Et c'est merveilleux. Nous autres, ce qu'on veut, c'est de plus être là. Fait qu'on décolle, puis on passe une belle année, une moitié d'année à vendre jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a une descente dans toutes les polyvalentes. Ils sont arrêtés, ces gens-là, parce que c'est le même dans toutes les polyvalentes. Ils développent un réseau de drogue. Puis les effets que ça a aussi. Pour des jeunes comme nous autres, c'est trop. La drogue est trop forte. Puis il y a beaucoup de monde qui accroche. Il y a beaucoup de conséquences à ça.
Fait qu'à un moment donné, c'est plus à la mode pantoute. Ils décident d'arrêter, mais nous autres, vu qu'on vendait, on était un petit peu énervés de ça. Fait que moi, je décide de passer cette année-là à dehors de l'école. On se trouve une vieille grange sur la rue Grand-Allée qui était... Fait qu'on, l'hiver, on va là passer notre temps, on vient prendre l'autobus. L'été, on est sur le gazon entre les deux polyvalentes. Fait que le temps qu'ils nous voient pas. T'es obligé d'avoir des longues vues pour savoir ce qu'on est puis qui on est. Fait que c'était des années scrappées. C'était des années scrappées, mais des belles années. Des belles années. Le peu de cours que je fais, écoute, les professeurs expérimentent une nouvelle façon d'éduquer. Puis c'est merveilleux parce qu'ils expérimentent vraiment, puis ils ont tout le loisir parce qu'on n'a pas de livre. Fait que les professeurs amènent leur propre savoir, leurs expériences. Écoute, en français, le professeur nous contait ses trips de speed qu'il avait fait, comment il avait halluciné. Il nous parle de Rimbaud, de Verlaine, nous autres, on est tout oui, on est absolument passionnés d'écouter. Puis il a l'air d'une bébite. Écoute, il arrive là, il n'y a pas de sous-vêtements, il y a des pantalons et les femmes qui montent du ski, oui, tout le sexe. Mais il y a pas de feu, il se fait des grands toupettes, ça n'a pas vraiment d'allure, mais c'est un homme merveilleux au niveau de la culture, au niveau de sa compassion pour nous autres. Lui, le système d'éducation, il s'en fout royalement. Quand c'est le temps des examens, il nous dit les réponses. Tu vas pas perdre de temps avec ça. Il nous dit les réponses, regarde, écrivez ça, puis regarde. Puis à côté de ça, il y a un autre professeur, lui, c'est plus un poète. Fait que lui, il fait faire des poésies à son monde. Il y a la caisse de bière, ça fume. Fait que nous autres, on cadre très bien dans tout. Le peu de cours qu'on fait, c'est des cours qu'on affectionne beaucoup, beaucoup. Fait que je me promène. Je suis adopté par un prof. Je lui demande la permission d'être dans son cours. Il me demande pourquoi, ben parce que je m'ennuie ailleurs. Fait que je suis adopté. Je m'en choisis un petit peu, mon circuit. À 10e année, on décolle. Là, c'est une autre école qui c'est André Laurando, qui est ouvert à la flèche. Là, ils ont compris les erreurs de Monseigneur Parent. Lorsque le cours commence, toutes les portes se barrent automatiquement. Puis il y a des agents de sécurité qui se promènent. Puis si t'es premier dans le corridor, comme nous autres, on faisait tout le temps, il y a des conséquences. Fait que là, le parti de fun est fini un petit peu. Fait que là, on décide, tout le monde va à ses cours, on n'a pas le choix. Les portes sont barrées, on peut pas sortir. Puis j'ai été la moitié du 11. J'ai pas fait j'ai pas fini ma 11e année. J'avais encore des cours en 10e année. C'est des années c'est des années merveilleuses pour moi aussi. Comme je vous dis, c'est des années de révolte, c'est des années les professeurs à ce moment-là, ils font des grèves, c'est l'emprisonnement des chefs syndicaux à Saint-Ville, à Québec. Moi, je vais là-bas, je suis très, 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 très impliqué. On prend possession de l'école de la polyvalente à un moment donné, en appui aux professeurs. On crée tous les professeurs dehors. Les professeurs, ils sont déjà en dehors. On crée la direction dehors, puis on prend possession électroniquement de la polyvalente. Ça a duré le temps que ça a duré, jusqu'à temps qu'on voit qu'à un moment donné, c'est sérieux. Mais on a du fun. On veut appuyer les professeurs, fait qu'on prend possession. Directeur compris. Bon. Un peu beaucoup d'inconscience de notre part, mais en même temps, on est capable de le faire. On est organisé pour le faire. Puis moi, je trouve que je suis vice-président de l'association des étudiants à ce moment-là. Déjà, je commence à voir que j'ai peut-être une porte de sortie pour ma vie. C'est comme, j'ai pas d'influence, mais en tout cas, je sais convaincre. Ça, je commence à découvrir ça, ce qui est merveilleux. Là, on va parler un petit peu d'alcool, parce que ça commence aussi à ce moment-là. Comme je vous dis, j'ai connu la drogue un peu. J'ai fait une overdose à 13 ans. J'ai fait vraiment une overdose à 13 ans. J'ai été paralysé. J'ai appris trop de pilules. Puis c'est une période difficile. Je me souviens très bien quand j'avais fait ça. Mon père est en pleine crise. Puis je l'avais jamais vu comme ça. J'ai dit, on va y passer. C'est cette nuit qu'on va y passer.
Il menace ma mère, mais très sérieusement. Il n'a jamais touché à ma mère. Il y a juste moi qui y touchais parce que c'est moi qui restais là. Fait que cette nuit-là, j'essaie de rester debout. Fait que je prends des Valium, je prends des Speed, je prends des Valium. Je suis sûr qu'on va y passer. Puis finalement, mon père arrive à dormir, rester après avoir menacé toute la nuit. Fait que moi, j'arrive à l'école dans cet état-là, j'ai pas dormi, mais je suis super stone, super bourré. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon overdose. À l'école, ils me croyaient quasiment pas parce que bon, je suis aussi bouffon, là. Je dérange d'un cours, mais bon, je suis pas mal. J'aime ça, j'attire l'attention, je suis bouffon, j'ai besoin de la connaissance à quelque part, j'ai besoin de quelqu'un. Fait que je suis toujours en train de faire le bouffon, puis cette fois-là, quand je paralyse, il me crie quasiment pas, il me crie J'arrive chez nous, puis ce qui est merveilleux dans cette histoire-là, ça paraît toujours dramatique, mais il y a toujours quelque chose qui a de la lumière. C'est toujours un peu émotif, ça, puis c'est un moment le fun, mais en même temps, Quand je suis arrivé chez nous, j'ai dit, on m'a mangé une calisse. Je peux pas parler, là, je suis paralysé, mais tiens, je vais en manger une calisse, pareil. Là, j'arrive, mon père est là, je fais comme, oh, bon, ben, regarde. Finalement, il dit, pas un mot. Pas un mot, il m'embarque dans le char, m'emmène à Charlemagne. Pas un mot. Il était probablement aussi stone que moi, puis il comprenait cette affaire-là. Ça fait que ça, c'est merveilleux. Il n'a jamais dit un mot. Il n'a jamais ouvert sa bouche 2 minutes. Mais déjà, je commence à diagnostiquer qu'il y a un problème. Un problème à venir avec moi. J'aime sortir de moi-même. Puis de toutes les façons possibles. Mais bref. Ça, quand même, ça donnait quand même, au niveau de la dose, ça m'a mis un arrêt. Premier miracle. Ouais. Hein? Ouais. En tout cas, il y en a eu d'autres sûrement si t'es encore en vie. Oui, là, probablement. Premier miracle visible. Ouais. On va s'arrêter pour Okay. une pause, puis on va revenir tout de suite après. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici votre animatrice Lynn, en compagnie de notre invité Richard. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous recherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866-ligne-AA ou si vous préférez 1-866-544-6322. Un membre des alcooliques anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi aller sur Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide. Vous aurez accès aux horaires de réunion en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Alors, on va poursuivre et terminer ton témoignage, Richard. Okay. Je t'écoute. Bon, on va arrêter le dramatique, parce que le plus merveilleux de ça, c'est que je suis encore en vie. C'est ça qui est merveilleux. Puis, beaucoup de membres d'Alcooliques Anonymes témoignent du fait que Alcooliques Anonymes leur a sauvé leur vie. C'est mon cas parce que j'écoute. Ça a continué, moi, c'est une vie quand même. J'ai arrêté, écoute. Les seules fois que j'ai arrêté de consommer, j'ai arrêté de boire, c'est les moments où j'étais malade. J'ai plusieurs maladies chroniques, dont 2 qui sont mortelles, puis avec lesquelles je suis traité depuis 30 ans. Puis, regarde, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai essayé toutes sortes d'affaires, j'ai essayé d'arrêter par moi-même, j'ai essayé tout. J'étais incapable d'arrêter de boire. Jusqu'à temps que je rencontre Alcooliques Anonymes. C'est une affaire qui m'appartient pas, la rencontre avec Alcooliques Anonymes. C'est venu par la bande d'une fille qui connaissait pas Alcooliques Anonymes, qui a eu sa première rencontre, a eu un éveil spirituel tout de suite, puis elle me l'a transmis, elle a dit, « Gay, toi, tu t'en viens avec moi, on fait un meeting. »
Là, j'ai fait pourquoi pas. Si toi, ça a fait ton affaire, probablement qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'elle était aussi un peu dysfonctionnelle que moi, mettons. Ma première rencontre Alcooliques Anonymes était absolument terrifiante. Tellement que tous les mots que j'entendais, c'est des mots que j'avais besoin d'entendre. J'étais dans une émotion absolument terrible, mais je savais que mon calvaire était fini. Une des seules certitudes que j'ai eues, c'était celle-là. Mon calvaire était terminé. Bon, naturellement, les salles n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était full. J'étais arrivé au meeting méditer à Rachel Papineau. Il y a 80 personnes. Elle trouve la merveilleuse idée de s'asseoir dans le milieu d'une rangée, dans le milieu de la salle. Fait que pas question je me lève quand c'était à l'accueil du nouveau. J'étais trop impressionné, trop touché. Mais elle me dit, on en fait un autre le dimanche. Fait que là, on commence à vouloir savoir c'était quoi cette affaire-là. Comment ça se fait qu'on était si touchés par ça, si... Écoute, mon deuxième meeting, puis je pense que je vais terminer avec ça. On a comme tradition de donner un jeton du nouveau. Bon, ça a l'air bien symbolique aujourd'hui, là, puis on met pas trop d'importance à ça. Mais dans mon cas, ça a été le début d'une belle aventure. J'arrive de ce moment-là, il y a un meeting à côté du métro Montréal, aidons-nous. C'est une grande salle, il y a à peu près 100 de personnes à chaque fois. Naturellement, nous autres, on s'installe dans le fond, bien comme il faut. On questionne ce qu'on voit, on questionne les gens qu'on voit, puis on les juge. On les juge beaucoup, mais on est trop impressionnés pour que ça soit méchant, notre jugement. On est juste curieux. Il se passe quelque chose. Il y a un accueil du nouveau qui se fait, pas question qu'on se lève, on traversera pas la salle, c'est pas vrai. On s'en sent incapable. Mais on se dit, dans le break, on y va, par exemple. Je vais chercher mon jeton. La dame qui nous donne le jeton, elle a un merveilleux sourire, on sent sécurité. Je prends mon jeton quand je suis revenu dans la rangée du milieu, puis je savais que c'était terminé. On dirait que toute la lourdeur tombait. La carapace, les pleurs tombaient au fur et à mesure que j'allais masser. Ça a été terminé depuis ce temps-là. J'ai plus jamais rebu, j'ai plus jamais fait de dope. Puis quand je suis arrivé à Alcooliques Anonymes, j'étais rendu dans dose, j'étais rendu junkie, je me shootais. J'ai passé 10 ans à me shooter, facile. Puis quand je suis arrêté de me shooter, c'est parce que je tremblais trop, j'étais plus capable de préparer mes affaires. Fait que j'étais rendu comme à bout. J'étais rendu à bout de l'affaire. Mes médecins m'avaient condamné, ils disaient, Richard, on peut plus. T'as une cirrhose. Écoute, ton temps est compté. Il faut que t'arrêtes. Moi, je me suis dit, je vais mourir comme ça. Je voyais pas d'autre option. Ce que j'avais essayé, rien qui avait marché. J'étais dans un réseau de trafic un peu dangereux. J'étais avec des criminels, plus criminels que moi. Moi, c'était juste pour faire de la dope que j'avais un lien avec eux autres. Je suis retourné chez nous, j'ai rouvert la porte chez nous, j'ai dit aux gars, les gars, c'est terminé. Vous pactez vos petits, vous revenez pas. J'ai jamais dérogé depuis ce temps-là. Alcooliques Anonymes change nos vies, facilement. Parce que là, c'est les émotions qui montent, c'est pour ça que je ne vais pas renifler non plus dans le micro. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Tantôt, quand tu as dit le morceau, la partie que je t'ai donnée, la décision que j'ai prise pour rester dans Alcooliques Anonymes, de m'abandonner totalement, sans restriction. Puis ça marche, écoute... Je réserve mon temps pour Alcooliques Anonymes. Je fais du service. Je dis oui à Alcooliques Anonymes. J'ai beaucoup de gratitude. Une gratitude qui se résume que ça a sauvé ma vie, point final. J'ai doué une vie, parce que j'avais une vie qui était rendue à sa limite, puis je suis encore en vie aujourd'hui. Puis
Puis c'est des moments les plus merveilleux de ma vie. Puis je pensais jamais avoir accès à ça. Avant que tu arrives à Alcoolique Anonyme, réalisais-tu que ta vie était ce qu'elle était? Ce qui a déclenché Alcoolique Anonyme, c'est qu'ils m'ont dit que j'étais pas fou, que j'avais une maladie. Moi, pour moi, j'ai dit, mon Dieu, je suis fini, moi, je suis fini, je peux pas arrêter, puis je peux pas continuer, c'est fini. Puis là, je suis rendu, moi, une seringue d'un bras, puis 40 onces là, par jour. En plus de tout les mots qui m'entouraient. Quand on me dit que, hey, t'as juste une maladie, t'es juste un alcoolique comme tout le monde. Ah, là, je faisais partie d'un tout. Je faisais partie d'une solution. Parce que moi, je ne voyais pas comme solution. On me voyait, je me disais, t'es un fou, t'es fini. Puis j'étais avec une gang de finis, fait que, regarde, j'avais pas de comparaison. Puis j'étais rendu asocial, c'était très, très, très marginal, là, dans la façon de vivre. J'ai écouté des partages, j'ai dit, j'ai vu ça, moi. Je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Je faisais partie du monde, j'étais plus à part. J'étais plus dans marge. C'est ça qui a fait comme, Alcoolique Anonyme, c'est plus grand que nous autres. C'est plus grand que nous autres. Puis en plus de la magie de la magie des meetings. La magie des meetings, il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a une unicité de but, que tout le monde est là. Il y a une reconnaissance de toutes nos difficultés, qu'on reconnaît entre nous, on se reconnaît entre nous et on se respecte, parce qu'on sait les difficultés que ça a. Les actions spirituelles en 12 étapes qui est proposées, écoute, j'étais réticent un petit peu, mais après les avoir mis dans ma vie, les avoir insérés dans mon quotidien, je peux juste dire que ça marche. C'était méfiant. Fallait que l'Alcoolique Anonyme fasse ses preuves, à mon avis, à moins, parce que j'avais plus de temps à perdre. Alcoolique Anonyme a répondu, coché toutes les coches là-dessus à date. J'aime Alcoolique Anonyme, puis j'y crois. Puis je participe du mieux que je peux à sa grandeur. Fait que c'est ça. Écoute, puis j'étais en traitement, moi, longtemps. Puis je le suis encore. J'ai rencontré des médecins, des bons médecins, des spécialistes. Pas un spécialiste a pu mettre le doigt sur mon bobo. Que j'étais juste un alcoolique. Sur ça, en même temps abominable, mais en même temps, tu te dis, la médecine n'a pas pu répondre aux solutions d'Alcoolique Anonyme. La religion n'a pas pu répondre à ça. À date, moi, j'ai été impliqué dans des mouvements de gauche, d'extrême gauche. On n'a pas pu répondre à ce que j'avais. Alcoolique Anonyme a répondu oui, puis ça marche. Moi, j'y consacre ma vie pour l'instant. J'ai du temps, j'ai le goût, puis j'ai confiance. Wow. Alcoolique Anonyme t'a sauvé la vie. Yes. Hey, merci beaucoup, Richard. Je vais maintenant faire la déclaration de la responsabilité. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Ici votre animatrice Lynn qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. Je remercie tous les participants à cette émission, notre invité Richard, Patrick Causson, vous les auditeurs.
et toute notre équipe.